parler beaucoup, manger l'argent, voyager beaucoup seulement, mais travailler beaucoup, créer des choses, emploi des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Merci de nous rejoindre dans cette émission Les GG sur Radio Espace, mesdames et messieurs. Ensemble jusqu'au port de 9h, vous aider à mieux comprendre l'actualité. Évidemment, c'est le but qu'on s'est fixé à travers cette émission. Depuis plus de 10 ans en Guinée, plusieurs mois s'offrent à vous évidemment pour interagir sur nos sujets. Soit vous partez sur Twitter, ce qu'on vous recommande d'ailleurs fortement, hashtag Espace GG. Sinon, le numéro de téléphone qu'il ne faut surtout pas oublier et qui s'affiche juste en bas de l'écran, 00224 657 39 13 13. Avec plaisir, nous allons relayer vos messages dans cette émission. Les grandes gueules sur Radio Espace. Vous nous écoutez à Mamou sur Fraternité FM. Merci à ceux qui nous rejoignent du côté de Mamou, du côté de Farana. C'est Bambou FM évidemment qui relaie cette émission. Vous nous écoutez sur nos antennes locales à l'Abbé sur 99.7, même fréquence à Kindia. Merci à ceux qui nous rejoignent du côté de Lola, entre autres, en 99.7 également. Vous nous écoutez à Kakandé, 99.7 également de ce côté. Et puis à tous les opérateurs évidemment qui relaient Espace TV sur les bouquets Canal+, Canal 243, ZTV entre autres. Merci à vous tous à l'international. Au menu, on s'intéresse à l'actualité, mesdames et messieurs. Le virus Ebola a ressurgi donc à Nzéré-Koré. 7 cas se sont confirmés donc dans la sous-région, dans la sous-préfecture de Goké, dont officiellement 3 décès. Le gouvernement guinéen confirme l'information et annonce donc des mesures. Il s'agit entre autres de la sensibilisation sur les mesures de prévention, l'ouverture d'un centre de prise en charge donc des cas détectés donc à Gouéké. Les autorités veulent entreprendre des démarches auprès de l'Organisation mondiale de la santé pour l'acquisition donc des vaccins, alors que nous croyons, il le dit ce matin Jacques Lewal, nous avoir affaire maintenant et seulement à un coronavirus aussi mortel. L'épidémie donc qui a fait plus de 3000 morts ressurgit donc dans des conditions qui méritent plus d'explications. Quelle chance pour le pays d'échapper donc à un drame similaire à celui donc de 2014. Nous posons cette question ce matin chez les GG. Dr Sakoba Keïta, il est directeur général de l'Agence nationale de la sécurité sanitaire. Il répondra aux questions des GG ce matin, mesdames et messieurs. D'autres sujets viendront s'ajouter à tout ceci pour votre plus grand bonheur. Encore une fois, merci de rejoindre l'équipe des GG. Avec vous, Ahmed Kourouma, bonjour. Bonjour Karamoko Lamine Guirassy. Bienvenue. Ouais, on est confortablement installés. Ouais. C'est impressionnant, ça fait du bien. Je vais venir souvent. Ouais. Le week-end, ça s'est bien passé, Ahmed? Ouais, j'ai passé un bon week-end de bourgeois. J'ai essayé de convertir mon petit frère Moussa Moïse à la bourgeoisie. Ouais. Donc je l'ai emmené dans des petits endroits. Il me dit ah, grand frère, ça existe en Guinée? J'ai dit oui. J'ai dit, tu vois, c'est ça les bienfaits de la bourgeoisie. Oh, ben voilà. Ça commence bien. Monsieur le Président, bonjour. Bonjour Lamine. Quand j'ai vu le bonnet, j'ai pensé à Sani Abacha. Eh bien. Ah ouais, c'est vrai. T'as raison, il y a un air. Sani Abacha. Il manquait plus que ça. C'est pas possible. Madame Yo, bonjour. On vous voit en président. Bonjour, monsieur le président. Vous allez me créer des problèmes là ce soir. Des gros problèmes. Des gros problèmes. Surtout à Sékou Touré, on est braqué l'espace là-bas. C'est dingue. C'est juste on en a déjà assez, on retire. Il n'est pas président, non, il n'est même pas intéressé. On précise, Lamine n'est pas intéressé. Il n'est pas intéressé, ouais. Bonjour Moussa Moïse. Bonjour Fama, bonjour à tous. Il aggrave. Il est toujours comme ça, il aggrave toujours la vie. Il en rajoute une couche en plus. Après c'est lui qui me court derrière. Jacques Lewalino, bonjour. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Bienvenue. Allez, on s'intéresse évidemment à l'actualité, la suite de cette enquête Moussa, saisie donc de cocaïne. Guide du bateau qui a servi donc au transport de la cargaison. Vous avez envoyé la photo hier. Oui, exactement. Ouais. Ouais. Je sais pas, c'est un tout petit. Oui, on va essayer de détailler ça parce que ce qui se passe, mon cher ami, parce que le week-end déjà on apprend que Babou a été auditionné, il faut le rappeler, ce lundi normalement, le directeur de la police nationale, je parle de Bafoué, devrait être attendu aussi. Ça veut dire que l'heure est grave. L'heure est grave, mais c'est aussi une très bonne chose. Ouais. Je le précise ma pensée. Dans tous les pays du monde sont atteints par ce fléau qui est la drogue, la cocaïne, l'héroïne, etc. Ouais, d'accord. Non, laisse-moi juste finir, s'il te plaît. Je sais que tu n'es pas d'accord, mais laisse-moi finir. Alors, vous avez en France, aux États-Unis, au Mexique, des saisies. Ouais. D'accord. Pour une fois qu'en Afrique de l'Ouest, on a une saisie de la sorte, que l'État
soit transparent, que justement hauts gradés de la police soient interrogés au su et au vu de tout le monde, c'est-à-dire là pour une fois, rien n'est caché. On devrait plutôt s'en réjouir et se dire que l'État, pour une fois, fait son boulot de protection des populations d'une part et dit au monde entier, voilà, chez nous, lorsqu'il y a malversation ou lorsqu'il y a détournement, parce qu'il y a forcément détournement, nous allons extirper de nos rangs les brebis galeuses. Excusez-moi d'être d'un optimisme béat, mais moi je vois la chose comme ça. En fait, je ne vois pas la Guinée qui est en train de devenir un État de narcotrafic. Mais c'est des ripoux quand même. Oui, mais justement, mais l'État fait son travail pour une fois. Il faut féliciter l'État. Les ripoux, on va les sortir des rangs de la police. Et c'est une très bonne chose que quelqu'un comme Bafoué, qui sont quand même des hauts gradés, et comme il s'appelle, Fabou, soit auditionné. Ça prouve, pour une fois, que la justice va être égale pour tous. S'ils sont coupables, et ça, honnêtement, je les vois mal faire ça, mais s'ils sont coupables, ils seront condamnés. S'ils ne le sont pas, pour une fois, ce ne seront pas les lampistes qui prendront. Mais retenons quand même, ça, je répète encore une fois, désolé d'être d'un optimisme béat ce matin, mais moi, ça me fait du bien de voir que mon pays, mon État, réagit pour extirper de ses rangs les brebis galeuses de la police. Voilà, c'est une bonne chose. Alors, Daouda Mohamed, il faut le rappeler aux auditeurs, parce que c'est une affaire qui a démarré il y a plus de 2 semaines. Moussa a mené l'enquête, on va essayer de l'écouter un peu plus tard, mais d'abord ce qu'il faut retenir, parce que moi j'ai eu Bafoué au téléphone évidemment en ce qui concerne la suite des enquêtes, il m'a expliqué un petit peu comment les choses se sont passées. Évidemment c'est Fabou qui a informé la présidence, c'est lui qui a appelé le président à dire oui, il y a eu saisie, au lieu de même passer par son ministre, il faut le rappeler. Derrière, il y a eu ce contrôle, on a eu cette exposition à la télévision et ça a donné ce que ça a donné. Oui, et c'est là d'ailleurs le drame se trouve, parce qu'aujourd'hui chacun veut coûte que coûte se faire plaire auprès du président. La hiérarchie n'est plus respectée. Les grandes gueules. On ne peut pas comprendre que Fabou se transporte à la présidence pour aller donner des explications, même si c'est une attitude que le président lui-même adore bien. Mais lorsqu'on est dans une administration, il y a des étapes à suivre. Il y a un ministre, il y a un directeur. Et Bafoué, il est au-dessus de Fabou. Alors, lorsque Fabou doit se transporter, même pour voir le ministre, il doit d'abord s'entretenir avec son directeur. Normalement. Et lorsqu'il ne le fait pas, ça veut dire que c'est qu'on apprend dans les couloirs qu'il y a une sorte de clanisme, il y a une sorte de fumisme au sein de notre administration. Et surtout, Fabou, il faut le dire, il est le plus souvent cité parce que parfois c'est lui, il serait celui qui rapporterait auprès du président certaines attitudes même de ses responsables, de sa hiérarchie, même de l'entourage. Et aujourd'hui, qu'on soit dans cette situation, que j'entende encore Ahmed Kourouma ce matin être optimiste que pour cette fois, pour une fois, on va sanctionner. Jamais il n'y en a eu en Guinée. Il n'y en a eu en Guinée, il n'y en aura pas. En tout cas, il n'y en aura pas. Vous allez bien. Hier, il y avait déjà une certaine presse qui disait que Fabou a démenti son audition à la présidence et ainsi de suite. On va faire quelques jets d'éléments pour anéantir, pour dire après tout non, c'était des mensonges, c'était la presse qui a transporté ceci ou ça et là. Mais il y a ce qu'il y a à rappeler, c'est qu'on n'est pas encore prêt à faire subir à nos responsables la rigueur de la loi. Lorsqu'ils sont... L'espoir est permis quand même. L'espoir... Non, moi je n'ai pas d'espoir. Moi je n'ai pas d'espoir parce que ce n'est pas une première. Il y a eu plusieurs actions ici où les hauts gradés, où les hautes personnalités ont été citées. Regardez un peu cette affaire qui est au tribunal qui est au parquet avec le gouverneur de la Banque centrale, Lucien Nabé. D'un côté, c'est le ministre qui sort pour dire que jamais il n'y a eu un mandat contre le gouverneur, et de l'autre côté c'est les avocats, c'est d'autres qui sortent pour dire effectivement il y en a eu. Donc on essaie par tous les moyens de noyer le poisson et exposer ou mettre, je vais dire, présenter la presse par moment comme des colporteurs de rumeurs, comme des colporteurs de mensonges,
tout cela ne peut pas aujourd'hui contribuer à la manifestation de la vérité dans notre pays. Il ne faut pas avoir espoir que ça peut arriver qu'un Fabou soit derrière le violon parce que ça n'arrivera pas. C'est des petits Mamadou encore, comme on a annoncé, les têtes vont tomber et c'est la tête du planton qui est tombée. Ça va encore être la même chose. Waouh, non, il est très amer. Hein. Allez-y. Moi, mon problème avec ce qui se passe, je ne sais pas, le président de la République, puisqu'on le définit comme étant le premier magistrat de la République, il se voit obligé de présider les enquêtes. Ouais. Pourquoi c'est à la présidence on va traiter ce dossier? Moi, je me dis, dès lors qu'on a su qu'il y a, n'est-ce pas, un flou autour de la saisie de la cocaïne, le président de la République, sa volonté, il peut l'exprimer, mais il met en place une commission d'enquête indépendante, parce qu'une commission d'enquête indépendante au sein de laquelle on va avoir des cadres qui n'ont pas d'affinité avec les personnes qui pourraient être impliquées dans ce dossier. Le président de la République, c'est lui qui a nommé tous ces hauts gradés de la police, de la gendarmerie. Il aurait du mal, pour les liens qu'il a personnellement avec certains parmi eux, d'aller au bout de son travail. Surtout que ça s'est fait devant lui. Il y a des gens qui travaillent, mais c'est sous son leadership, c'est sous son regard. Sa volonté, il peut l'exprimer, mais j'ai dit encore une fois, s'il veut vraiment aller jusqu'au bout, il doit mettre une commission d'enquête indépendante qui soit totalement détachée de l'exécutif, donc de la présidence de la République, et que cette commission-là ait les garanties nécessaires en termes de sécurité, en termes de moyens, pour non seulement gérer cette affaire qui est en cours, mais prévenir d'autres actions qui peuvent avoir un lien avec la cocaïne dans le pays. Moi, c'est ce problème-là que j'ai depuis que cette enquête a commencé. Vous vous rappelez avec notamment le combat que Dadis a voulu mener ici. C'est lui pratiquement qui présidait les audiences au camp Al-Fayaya. C'était du populisme. Et après, il n'y a pas eu... Pour quel résultat? Pour quel résultat? Il n'y en a pas eu. Merci. Il n'y en a pas eu. Donc quand j'ai parlé du président de la République, donc il n'a qu'à se retirer. Il exprime sa volonté, il donne les garanties à une commission d'enquête, et que cette commission fasse, n'est-ce pas, son travail de manière indépendante. Je crois qu'on pourrait, n'est-ce pas, obtenir des résultats probants. Avec Dadis, il y a eu beaucoup d'erreurs. On a présenté des gens à la télévision comme étant des narcotrafiquants, et finalement, lorsqu'on a organisé le procès, tout le monde a été blanchi. Je crois qu'il faut éviter ce type d'erreur. Il faut donner le travail, il faut confier la tâche aux professionnels du droit. Lamine, excuse-moi. Diana, pardon, je te prends 2 minutes. Écoute-moi, 2 secondes. D'abord, je voudrais répondre à Daouda. Daouda, tu ne peux pas dire à l'antenne que c'est le président de la République, ou plutôt qu'il n'y aura pas de sanctions. L'État est en train de montrer, justement, qu'elle auditionne les plus hauts gradés. C'est la première fois qu'on voit des choses comme ça. C'est la première fois. Non, mais il faut... Non, attends. C'est parce qu'on n'a plus d'espoir. Là, pour une fois, écoute-moi bien, il s'agit... Pour une fois, on parle de 100 tonnes. C'est une enquête guinéenne. Mais dis-toi une chose, c'est que la DEA américaine et les Français suivent l'histoire. Donc, crois-moi, il y aura des sanctions. Ça, c'est la première des choses. Mais c'est son droit de douter quand même. Non, je peux le comprendre. C'est mon droit aussi. C'est mon droit aussi de dire que moi, pour une fois... On l'espère bien, mais je ne suis pas optimiste. Ensuite, 2 choses. Le président de la République ne mène pas l'enquête. C'est le procureur actuellement qui est saisi du dossier. Bien. Ce qui prouve... Attends, non mais il faut dire les choses telles qu'elles sont, non pas telles qu'on voudrait qu'elles soient. Non mais pourquoi c'est à Sékou Touré? Mais parce qu'il est normal, écoute-moi, il est normal dans un pays dit normal que lorsque 100 kilos de drogue sont saisis, qu'on informe la présidence. Et je rappelle ici, moi, et là... mais c'est pas Fabou de le faire, je le tiens. Ahmed, ce n'est pas ça. Quand on dit Fabou a été auditionné à la présidence, que tel officier a été invité à la présidence. Il n'a pas été auditionné à la présidence, il a été auditionné par un procureur. Ça, c'est une réalité. Bien, merci beaucoup Ahmed. Allez-y madame. Pas la justice. On est d'accord. L'exécutif n'est pas le judiciaire. Allez-y, madame. Sinon, on se marche sur les plates-bandes, chacun l'un de l'autre, on ne pourra jamais s'en sortir. C'est ce qu'on déplore le plus souvent ici, Lamine. Les affinités dont on parle le plus souvent, vous parlez de Fabou qui a d'ailleurs été élevé au grade de contrôleur général récemment, mais en fait, c'est vrai que quand Daouda dit qu'il n'y a jamais eu de condamnation, on a vécu par exemple le cas de l'Office guinéen des chargeurs ici. Les dossiers commencent bien, on arrête certaines personnes, on commence une bonne procédure, mais le plus souvent, le système est plus fort que tout le monde. Le système est plus fort que tout le monde, on engloutit tout le monde à la fin parce que les ramifications sont telles que, quelle que soit la personne qui est là, elle a des gens
des affinités avec d'autres personnes qui réussiront à mettre le pied sur, comment on appelle, sur la trace suivie par les enquêteurs, ou bien à amadouer la personne qui est plus haut placée le plus souvent, la présidence de la République, parce que c'est pour cela qu'on voudrait que le président puisse se mettre un peu en retrait. Parce que le plus souvent, il a des affinités avec les gens. Il a des personnes face auxquelles il ne peut pas dire non. Quand ces gens viennent lui parler, voilà pourquoi on peut commencer un dossier. Un Fabou, par exemple, qu'on pourrait auditionner, rien ne dit que pour l'instant, il a baigné là-dedans. Il faut respecter la présomption d'innocence. Donc, et Fabou et Bafoué, nous savons qu'il y a tellement de tractations, il y a tellement de ramifications dans le monde de la drogue, et le plus souvent, c'est de gros bonnets. Mais nous, en attendant, en tant que journalistes, nous respectons la présomption d'innocence. Mais ce que le Guinéen souhaite, c'est qu'on aille jusqu'au bout. Mais je ne suis pas optimiste comme Ahmed ce matin. Parce que le plus souvent chez nous, les choses peuvent bien commencer et ça n'aboutit jamais. Pourquoi ? Quand on parle de procédure judiciaire, si on veut vraiment que même les gros bonnets puissent répondre de leurs actes, parce que nul n'est au-dessus de la loi, Lamine, on a eu, par exemple, une procédure ici où un mandat d'arrêt a été lancé contre Fabou, contre le commissaire Fabou Camara aujourd'hui, contrôleur général de police. Mais le juge Charles Wright, vous vous souvenez, il avait lancé ce mandat, mais il n'a jamais été exécuté. Le mandat d'arrêt n'a jamais été exécuté. Il a cité le cas du gouverneur. Même si le monsieur, même s'il n'y a pas eu cette situation, mais si on te cite, par exemple, à comparaître, quelle que soit la personnalité que tu es, viens comparaître pour prouver que non, tu n'as pas baigné dans cette histoire. Mais ici, il y a des gens qui pensent qu'elles sont au-dessus de la loi, elles n'ont pas besoin de venir devant un tribunal. Et je pense qu'en pareilles circonstances, tel que le cas de la BCRG, était-ce au ministère de la Justice de sortir un communiqué, ou bien était-ce au procureur, par exemple, de sortir défendre un dossier, dire qu'il y a eu ça, comme la saisie de drogue qui a été effectuée du côté de Nongo. On a vu le procureur, notamment Sidi Souleymane Ndiaye, sortir, faire une déclaration par rapport à cette saisie de drogue du côté de Nongo. Je pense que les gens se marchent sur les plates-bandes des uns des autres ici quelquefois, et c'est à déplorer. Je pense qu'il n'y a pas à défendre une personne parce que oui, on est bien placé, on est en affinité avec la personne, ou bien parce que la personne est bien placée et qu'elle pourrait nous être utile quand on en a besoin. Cette situation, on a parlé de saisie, c'est 100 grammes, 100 kilogrammes. Non, c'est plus, c'est une tonne. C'est 100 kilogrammes, officiellement. Officiellement, on parle de 100 kilogrammes, c'est ce qui a été dit, mais je pense que ce n'est pas une mince affaire. Et il ne faudrait pas qu'on retombe dans le passé comme tel qu'on l'a dit. Il a parlé des auditions qui se faisaient avec capitaine Dadis. Il ne faut pas qu'on revienne qu'on revive la même situation. Le Dadis show, on n'a pas besoin de show, on a besoin que la justice se mêle. Et si les auditions se font à la présidence, ce n'est pas une bonne augure pour que le dossier puisse aller jusqu'au bout. Honnêtement, est-ce que vous avez entendu le président de la République s'exprimer une seule fois sur ce sujet? Moi, je ne l'ai pas entendu. En tant que journaliste, vous n'avez pas besoin que quelqu'un parle. Vous suivez les dessous, les tractations qui se font. C'est ça votre rôle. Vous n'avez pas besoin qu'il parle officiellement. Alors, nous savons comment les choses se passent dans ce pays. Je peux affirmer, moi, que le président de la République n'a mené aucune audition et que c'est le procureur de la République qui a mené les enquêtes. Voilà. La justice suit son cours. À présent, notre dossier enquête. Radio Espace, les grandes gueules. Leur spécialité, c'est la démesure totale. Tant qu'ils ne changeront pas, nous ne changerons pas non plus. Les grandes gueules, à suivre tous les jours sur la radio d'opinion. Radio Espace. Vous enquête, mon cher Moussa. Donc la deuxième partie, il y a un message que je viens de voir qui m'a fait complètement rire. Au cours des discussions, il y a un internaute qui écrit, il dit « Rendez à la population sa farine ». C'est pas possible. Il fallait qu'il place ça. Allez-y. Voilà. Moi, j'aimerais juste préciser que ceux qui sont dans le secteur de la lutte contre la drogue, surtout la drogue dure et pure, savent que lorsque ça atteint 10 kg, c'est au-delà des compétences territoriales d'un État. Ça devient une affaire internationale. On s'estime à l'international qu'il y a un cartel derrière. Et qui dit cartel dit embranchement, dit ramification, au-delà des frontières du pays, du territoire sur lequel cette quantité de drogue a été découverte. Quand on parle de 10 kg, mais là, nous sommes au-delà de 100 kg. Nous avoisinons une tonne, ou un peu plus d'une tonne selon les informations que nous recevons de part et d'autre. Donc, c'est une enquête qui est menée par l'État guinéen, mais qui est suivie de près par la communauté internationale. Encore une fois, dans nos murs,
Vous avez la plus grande organisation de lutte contre la drogue qui est là, américaine, la DEA. Vous avez, certains me parlent de la présidence de la CIA également, mais aussi des services de renseignement français qui sont également dans nos murs. Parce que c'est l'État guinéen qui conduit, certes, mais ça concerne l'humanité, ça concerne la planète, parce qu'on ne sait pas la destination que ces quantités de drogue allaient prendre. Alors, je veux juste faire un petit résumé du rapport, parce que chaque 26 juin, l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, parce qu'il faut quand même préciser que ça existe pour préciser que le phénomène, le fléau de la drogue est un fléau mondial. Donc, l'ONUDC donc publie chaque 26 juin son rapport mondial sur les drogues. Juste un petit résumé analytique. Oui. Les spécialistes dans le domaine de la lutte avaient prévenu qu'en raison de la pandémie de Covid-19, le nombre d'agriculteurs se lançant dans la culture de plantes illicites ou la développant pourrait augmenter. À ce titre, la culture du cocaïer, donc à l'origine de la poudre blanche, là, donc à ce titre, la culture du cocaïer a enregistré un niveau historiquement très très élevé. Donc, il donne la tranche de 2017-2018 entre 605 000 et 970 000 ménages dans le monde ont cultivé des plantes illicites. Et donc, vous avez des pays comme la Colombie qui était en tête de peloton, et la fabrication donc, de cocaïne a atteint le niveau record sur le plan mondial, et les saisies ont légèrement augmenté, représentant la plus grande quantité jamais signalée. C'est pourquoi à la fin de 2019, les autorités uruguayennes ont saisi plus de 9 tonnes de cocaïne qui étaient destinées principalement à l'Afrique de l'Ouest. Avec en 2 expéditions distinctes, ces saisies ont été effectuées, plus de 9 tonnes. Et c'était destiné à l'Afrique de l'Ouest. Alors, sur notre cas, lorsque vous prenez cette saisie de cocaïne, je me base sur des documents, sur des faits. Oui. Vous avez le rapport qui a été fait, dressé par le coordinateur du BAC, des BAC plutôt. Les BAC, les brigades anticriminalité, relèvent du ministère de la Sécurité, même si ce sont des unités mixtes, police et gendarmes, mais c'est au ministère de la Sécurité qu'on rend compte. Donc, le coordinateur des BAC va faire un rapport. Je vous donne la quintessence. Alors, il fait un rapport adressé à monsieur le directeur général de la police, intitulé « Rapport de compte-rendu suite à la saisie d'une quantité de drogue ». Il explique que le mardi 5 janvier 2021, à 17h, de permanence à la coordination des BAC, qu'il a été informé par le commandant de la BAC numéro 10 de Sonfonia de la saisie d'une quantité de 100 kg de cocaïne dans une cour au quartier Nongo, Carrefour Ambiance. Oui. Ambiance, d'ailleurs, le nom est très évocateur, commune de Ratoma. Qu'il s'est rendu sur les lieux où il a pu constater que les colis étaient déjà transportés à la base de la BAC numéro 10, que selon les renseignements reçus sur place par l'informateur, ces colis appartenaient à un sujet de nationalité serbe. Selon les documents en sa possession sur le lieu, il répondrait au nom de Zivkovic Jovica, je ne prononce pas bien certainement, né le 5 décembre 1978 à Monténégro, République de la Serbie, qui a pris la fuite. C'est ce que le coordinateur des BAC dit dans son rapport adressé à son chef hiérarchique, donc au directeur général de la police. Dans le même rapport, il indique avoir ordonné aux intervenants d'embarquer les colis dans son véhicule en vue de les présenter et les mettre à la disposition des autorités supérieures. Le commandant des BAC rajoute qu'à l'examen d'un paquet appartenant au monsieur qui a pris la fuite, donc au propriétaire, ils ont retrouvé 2 porte-monnaies, un passeport serbe ayant pour numéro, j'ai les numéros de ces passeports serbes ici, qui étaient déjà expirés donc là, depuis le 28 juin 2020. 2 cartes d'identité serbes, dont également je détiens les numéros, et une carte bancaire dont nous avons également les numéros. Voilà. Donc, c'est ce qu'ils auraient donc trouvé sur place, et ils précisent que les propriétaires des lieux ont pris la fuite. Donc, ce rapport, c'est là le rapport dressé le 6 janvier 2021 par le lieutenant-colonel. Donc, il a fait ce rapport le 6 janvier 2021, et il s'agit donc du lieutenant-colonel de police, Idrissa Kamara, qui a adressé donc à son chef, le DG de la police, qui va à son tour prendre un soin transmis pour le ministre de la Sécurité et de la Protection civile le 7 janvier, soit le lendemain, donc adressé à M. Damantan Albert Kamara. Selon les indiscrétions,
le ministre aurait donc ordonné aux officiers en charge du dossier d'informer le procureur et d'agir en toute responsabilité. Donc ces 100 kg de cocaïne seront à cette date confiés par la direction générale de la police à un officier de la police en service au CMS numéro 1 de la Camaïenne. Cet officier est celui qui a l'habitude de garder les sommes d'argent de la police, surtout en période de trouble, pour la dotation des unités sur l'ensemble du territoire, surtout lorsqu'il y a des manifestations. Donc, il a l'habitude de garder des montants. Cet officier donc va recevoir les 100 kg dans des sacs, mais on ne lui dira pas le contenu. Il lui sera dit par sa hiérarchie qu'il s'agit de l'argent de la police comme d'habitude et qu'il doit en prendre soin. Donc, c'est lors de la présentation, parce qu'il a été entendu, lors de la présentation à la télévision, qu'il affirme avoir su qu'il s'agissait en effet de cocaïne. Il n'en savait absolument rien. Le policier. Donc, le policier. Donc, il n'en savait absolument rien. C'est le 14 janvier qu'il saura qu'il s'agissait de la cocaïne. Donc, ce travail a été fait. Vous avez vu la présentation à la télé. Là, nous sommes donc le 7 où le rapport, soit transmis du directeur général a été fait au ministre de la Sécurité. Il faut attendre le 14 pour que cette quantité-là soit présentée à la télévision et soit amenée du côté de la DPJ. Et là, il y a des questions qui subsistent sur le respect des injonctions du ministre de la Sécurité, qui a demandé de suivre la procédure et d'informer le procureur. Il y a des questions qui subsistent. Est-ce que cela a été fait? J'en doute. Alors, je vais vous dire pourquoi plus tard. Le rapport, lorsque ça a été présenté à la télévision et que vous avez vu la communication qui a été faite, le directeur général adjoint de la police dans la vidéo de la RTG qu'on a diffusée la fois dernière apparaît. Vous avez le coordinateur des BAC, vous avez son adjoint, vous avez le commandant de la BAC numéro 10 qui est à l'origine de la saisie. Lorsqu'ils vont faire toute cette présentation, il y aura des problèmes. Et c'est ce qui m'amène à vous parler de cette deuxième partie qui concerne le rapport de la commission rogatoire. Parce qu'une commission rogatoire a été mise sur pied. Donc, dès la diffusion des images de ces 100 kg de cocaïne à la télévision, des langues vont se délier. Il y a des informateurs peut-être lésés dans le deal opéré qui vont alerter sur les fausses informations relatives à la quantité de cocaïne saisie. En ce moment-là, une commission rogatoire suscitée par l'Office central antidrogue OCAD, la direction des renseignements financiers et économiques, la direction dont je parlais la semaine dernière, donc vont mettre en place, donc cette commission rogatoire va être mise sur pied avec la bénédiction du président de la République. Parce qu'il a été tenu dès les premières heures au courant de cette saisie. Quand on lui a dit que des policiers, des ripoux sont mêlés, il aurait demandé, selon une source bien placée, d'arrêter tout le monde et de les enfermer. La commission rogatoire est placée sous la direction du doyen des juges d'instruction et qui va donc conduire toute cette enquête et il va donc mettre en place il va composer la commission et pour revenir sur le précédent travail qui a été fait par les enquêteurs. Et cette commission rogatoire va se rendre à la DPJ le 22 janvier 2021 pour procéder à l'identification, au dénombrement, à la pesée, à l'analyse présomptive, à la mise à disposition, au transport, à l'OCAD, aux fins de garde et de contribution, parce que l'OCAD, c'est quand même l'unité spécialisée pour la drogue. Normalement, quand il y a une saisie, quelle que soit la quantité, il faut se référer à cette unité spécialisée. Donc, la commission rogatoire va s'y rendre pour transporter à l'OCAD aux fins de garde et de continuation de procédure de la cocaïne déclarée, saisie par la BAC numéro 10 de Sonfonia et stockée à la direction centrale de la police judiciaire. Les enquêteurs de cette commission rogatoire vont y trouver, quand ils vont se rendre à la DPJ, 9 gros sacs. 9 gros sacs à dos de différentes couleurs. 6 sacs de couleur rouge, verte et noire, déposés à la DPJ depuis le 14 janvier par le directeur général adjoint de la police nationale, accompagné du coordinateur général des BAC et son adjoint, ainsi que le commandant de la BAC numéro 10 et son adjoint. En tout, le directeur central de la police judiciaire, Fabou, va préciser que les 6 sacs contiennent 100 plaquettes. Parce qu'ils avaient déjà fait la présentation à la télé. Et vous avez vu qu'il avait comment on appelle, il avait le réactif à main et il a dit, vous avez vu, ça virait au bleu. Donc il va préciser qu'il s'agit donc de 6 sacs qui contiennent 100 plaquettes, dont 10 dans le premier sac, 10 plaquettes dans le premier sac et 18 dans les 5 autres. Lors de mon enquête précédente, sur les lieux, ce qui a été trouvé, en tout cas pour ceux qui étaient sur place, parce qu'il y a eu quelques arrestations, on a précisé
qu'il y avait 21 sacs. Actuellement, on ne parle que de 19 sacs. Donc, et il y a 10 sacs qui restent qui se sont éparpillés dans la nature. Là, on ne parle que de 9 sacs. Et le contenu de ces 9 sacs n'est pas plein. Parce que sur place, ceux à qui tout cela appartient parlent par sac d'un contenu de 25 plaquettes. De 25 plaquettes par sac. Alors, donc, il va préciser que il y a 10 sacs, il y a 10 plaquettes dans les 6 premiers sacs et 18 dans les 5 autres. Il poursuit qu'à la réception, les plaquettes qui portent un ruban adhésif de couleur jaunâtre ont réagi négativement et celles portant l'étiquette Paris ont réagi positivement au test à la cocaïne, soit au total 69 plaquettes de cocaïne et 31 fausses plaquettes de cocaïne. Seulement, ce travail a été fait après un mauvais travail, parce qu'il faut avoir le courage de le dire. Après un mauvais travail de présentation à la télévision. Là où on n'a pas précisé, et que donc parmi ces quantités saisies, il y avait des fausses plaquettes. Et donc, c'est ce qu'il va dire à la commission rogatoire. Il va renchérir en ajoutant qu'il y a un second lot. Un second lot constitué de 3 sacs. Il faut préciser que ce second lot n'a jamais été déclaré à la télévision. C'est les 100 plaquettes qu'on a présentées à l'opinion publique. Et qu'il y a un second lot constitué de 3 sacs de couleur rouge, verte, contenant au total 77 plaquettes. 77 plaquettes, dont 25 plaquettes dans chaque sac, dans quelques sacs, et le troisième dans deux sacs, et le troisième contient 27 plaquettes plutôt. Donc ces 77 plaquettes lui ont été déposées le samedi 23 janvier 2021 par le commandant adjoint de la BAC numéro 10 sur instruction de son chef hiérarchique. On aurait donc chauffé, remué le cocotier. Ils ont dit, il y en a un peu chose, il y en a un peu à la base. Donc il allait chercher ça. Il est venu avec rapidement. C'est-à-dire quand ça chauffe un peu, on envoie un peu. Il est venu avec 77 sacs. 77 plaquettes. Donc les 77 plaquettes vont venir à la DPJ. Il a constaté que les sacs n'avaient pas le même niveau de remplissage, encore une fois. Parce que c'est là où on joue un peu avec notre intelligence. Donc les sacs n'avaient pas le même niveau de remplissage. La BAC là dont tu parles, c'est composé des policiers, des gendarmes, il faut le rappeler. Policiers, gendarmes, mais il ne faut pas faire d'amalgame. Les BAC relèvent du ministère de la Sécurité. Ils ne rendent pas compte au haut commandement. Voilà, j'ai bien compris. Les grandes gueules. Non, c'est la précision aussi, c'est important. Vous remarquez que la composition, au niveau des BAC, quand il y a un gendarme qui a la tête, l'adjoint est automatiquement policier. Et quand il y a un policier qui a la tête, il y a l'adjoint qui est complètement gendarme. Donc c'est comme ça qu'ils ont composé, mais puisque ce sont des services intérieurs, ça relève du ministère de la Sécurité. Donc le directeur de la DPJ va préciser, donc il a constaté que les sacs, les 77 qui étaient venus dans les 3 sacs, que les 3 sacs n'avaient pas le même niveau de remplissage et que les plaquettes contenues dans 3 sacs, sur ces plaquettes, on pouvait lire l'inscription Montana Wind. Et que ces plaquettes seront toutes pesées et testées à l'aide de la trousse Identa des Nations Unies. Les sacs de couleur rouge, il y en a qui comportent 10 plaquettes de cocaïne, dont 5 au moins comportent sur l'une des facettes un logo comportant, comme je l'ai dit la semaine dernière, la Tour Eiffel, frappé par l'inscription Paris. Parce que les cartels ne jouent pas avec leurs marchandises. Ça peut être récupéré par un groupe rival ou des groupes rivaux qui peuvent prendre cette marchandise et les revendre. Donc ils peuvent rechercher leur cocaïne jusque dans vos derniers retranchements et les sortir pour les identifier. S'il s'agit de leur coque, vous savez le reste, on a regardé beaucoup de films là-dessus. Donc je n'ai pas envie d'avoir... Les grandes gueules. Donc après tous les examens minutieux, les enquêteurs de la commission rogatoire constatent donc 145 plaquettes de cocaïne pure d'un poids total de 158,609 kg. Vont constater donc ces enquêteurs 32 fausses plaquettes de cocaïne, soit un poids total de 36,139 kg de cocaïne. Ce rapport de la commission rogatoire a été signé du directeur général de l'OCAD, mais aussi du directeur central de la police judiciaire, donc Bafoué, et de 12 membres qui composent donc cette commission rogatoire. Il faut préciser qu'il y a la police, il y a la gendarmerie, il y a également l'unité de ciblage des douanes qui compose. C'est vraiment une commission rogatoire bien autofée et avec à sa tête le doyen des juges d'instruction. Ça, c'était pour le rapport. Et ce rapport
quand vous écoutez le contenu, vous savez que c'est complètement l'opposé du rapport qui a été fait par le commandant, le coordinateur des BAC adressé au général Bafoué. C'est complètement différent. Ça veut dire qu'il a menti. Il a menti. Alors, la cour de la découverte et le bateau. La troisième partie. Le 1er mai 2020, un certain monsieur Djibril Kaké, avec le statut de bailleur, va signer un contrat de bail avec monsieur Mamadi Kaba. Là, je vous parle de la cour où les quantités de cocaïne ont été saisies. Donc, Djibril Kaké, en tant que bailleur, va signer un contrat de bail avec monsieur Mamadi Kaba, qui a le statut de preneur en service, ce Mamadi Kaba, au ministère des Sports. À l'époque, ministère des Sports et de la Culture. Un contrat de bail portant sur une villa duplex non meublée, bâtie sur 200 mètres carrés, sise à Nongor, Carrefour Koza, conclut donc ce contrat de bail pour 1 an avec une mensualité de $2000 américains. Cette maison appartient à Madame Konaté Amisako. Je dis bien son nom. Depuis des années. Madame Konaté, la femme du général. Parce que la fois dernière, je savais. C'est pourquoi je n'ai pas dit le nom du général Konaté. J'ai dit un général hors du pays. Mais malgré ça, le Guinéen est très fort. Les grandes gueules. Alors, donc cette maison appartient à Madame Konaté Amisako depuis des années, mais elle a donné procuration à Mamadi Kaba. Mamadi Kaba, plutôt, elle a donné procuration à Djibril Kaké pour s'occuper de la gestion entière et encaisser le loyer. Elle ne sait donc pas qui y habite, les activités qui y sont développées et dans quelles conditions, puisqu'ayant transféré tous les droits à M. Djibril Kaké, qui encaisse. Ça existe. Évidemment. Beaucoup d'entre nos cas ont des maisons ici. Pour ne pas qu'on sache que c'est eux qui sont derrière, ils les donnent à quelqu'un, ils leur confient la gestion. Ce qui importe, donc, c'est l'argent qui tombe. Donc, la semaine dernière, j'ai présumé qu'en prononçant le nom du général Konaté, les petits esprits allaient oublier le fondamental pour s'agripper à ce monsieur. C'est-à-dire parce que son nom, c'est quand même, ça renvoie au CNDD, tout. Alors que il a quand même en son temps lutté contre le trafic de cocaïne. Parce qu'il faut reconnaître cela à la junte. Il y a eu un travail qui a été fait. Et je vous ai précisé que l'ancien Premier ministre à l'époque avait fait de la lutte contre ce fléau-là l'une des conditionnalités de l'acceptation de la main tendue de Dadis. C'est-à-dire que la junte a quand même fait beaucoup, quoi que l'on dise. S'il y a eu des jugements après la junte et que des gens ont été libérés, là, il faut questionner notre système judiciaire. Il faut questionner notre système judiciaire. Mais les preuves, on ne le dira pas parce que ceux qui ont mené l'enquête sont encore vivants. Le colonel Thiagoura est encore là. Je veux préciser une chose. Lors de l'investiture du président, il aurait, je le dis pourquoi, parce que je n'ai pas pris de photo. On ne m'a pas donné de photo. Mais il aurait saisi sur place là-bas, l'investiture du président, un monsieur qui est là, qui se promène tranquillement, alors qu'il avait été reconnu avec des preuves, bien entendu, qu'il est dans le domaine de la cocaïne. Il a vu le monsieur, il l'a saisi. Il a fallu l'intervention au collège, bien sûr, il a fallu l'intervention de certaines personnes pour dire mais nous sommes à l'investiture du président, tu ne vas pas faire un scandale ici. Pourquoi? Qui aurait saisi? C'est Kibro? C'est Kibro qui l'a fait. Donc, c'est pour vous dire que, quand même, en leur temps, ils ont mené bataille. Les gens ont pris leurs jambes à leur cou, ils sont sortis du pays. Bien sûr. Voilà. Donc, le général Konaté fait partie un peu de ce duo. Donc, pour l'heure, ce couple donc n'est pas concerné par les enquêtes en cours. Donc, faudrait qu'on fasse attention à la désinformation, à la déformation des faits. Donc, Mamadi Kaba, qui est donc un travailleur du ministère des Sports, il va rouler sa bosse pendant des années aux États-Unis, dans le basketball. C'est un basketteur professionnel. En plus? Oui. Il va, en plus du contrat de bail qu'il a signé avec M. Kaké, il va acheter, la régie peut-être va montrer la photo du bateau. Il va acheter donc ce bateau en image, un bateau moderne. Des spécialistes m'apprennent que même les navettes de notre... On voit à l'instant à la télévision. Il est très beau. Les spécialistes m'apprennent que même les navettes de notre marine nationale ne peuvent pas le rattraper. Donc, il va donc acheter ce bateau que vous voyez en image, moderne, avec des moteurs hors-bord puissants.
J'en ai pour preuve une attestation de vente que je détiens, dans laquelle le nom d'un certain Aref Abou Khalil apparaît. Aref Abou Khalil apparaît donc comme étant le directeur général de la société Sam et Sarah. Ouais. Il est détenteur de la carte d'identité dont j'ai le numéro ici. Ouais. Les grandes Il gueules. serait de nationalité américaine. Il serait. Ce dernier va donc revendre à Mamadi Kaba ce bateau de marque Sea Fox. Bien, on peut l'enlever à l'antenne, s'il vous plaît, Voilà. à la régie. Allez-y. Ouais. De marque Sea Fox, 288. Il dit que lui-même, il a acheté ce bateau en Floride, aux États-Unis. Il va revendre ce bateau à Mamadi Kaba à 200 millions de francs guinéens. L'attestation de vente a été signée le 5 mai 2020. Vous remarquerez que le contrat de bail a été, lui, signé le 1er mai 2020. Le mois de mai a été donc très, très dense, très, très riche. Et donc, les enquêtes sont en cours. Il faut souligner que dans ce dossier, l'État guinéen, quand même, est en train de jouer la carte de la transparence sur ce dossier. Est-ce qu'il a le choix? Je ne pense pas. Ben non, pas du Je tout. ne pense pas. Du Il n'a tout. pas le choix. Les grandes gueules. Donc, l'État guinéen joue la carte de la transparence parce que mettre aux arrêts les coordinateurs des BAC qui ont été concernés, parce qu'il n'y a pas moins de 6 personnes, le commandant, le coordinateur, le coordinateur principal et son adjoint, les commandants des BAC qui sont concernés, c'est donc extirper des rangs de la police, donc les ripoux, et les mettre à la disposition de la justice. Pour finir, puisqu'il y a un détail que je ne souhaite pas pour l'instant donner, pour finir, je dois avouer quand même sur le cas de Mamadi Kaba, que son cas me turlupine un tout petit peu. Il est, à part les hommes en uniforme qui ont été donc arrêtés, le seul civil arrêté. Et pourtant, le jour de l'opération dans la cour de Nongo, les deux blancs, il y avait deux blancs. Il y avait deux Européens. Blancs. Oui, il y avait deux Européens dans la cour à Nongo qui étaient présents. Les grandes gueules. Mais tout porte à croire que ces deux-là ont été lâchés par les agents qui étaient sur place et on a facilité leur sortie du territoire national. Les Blancs ont le pouvoir de se rendre invisibles. Bon. En tout cas, ça a été facilité parce qu'il y avait des témoins sur place. Alors, Mamadi Kaba, lui, il dit avoir pris cette ville-là et acheté ce bateau parce qu'il a une flotte, selon les informations qui me parviennent, qu'il a une flotte de bateaux de plaisance qu'il fait louer. Il dit donc qu'il a pris la villa et le bateau il l'a acheté parce qu'il devait recevoir justement ces Mexicains-là. Parce que les nationalités même causent problème. Tantôt ils sont Mexicains, tantôt ils sont Serbes. Donc, il devait les recevoir, des gens qui ont des passeports. D'ailleurs, les passeports qui ont été présentés, ce sont des passeports expirés. Ça veut dire que ces gens de personnes ont plusieurs passeports. Ils sont sortis du pays. Ce n'est pas pour aller se refaire des papiers. Ils ont les passeports qui sont valides, avec lesquels ils vont sortir du pays. Ils vont sortir peut-être de l'Afrique. Donc, il dit avoir pris cette cour et acheté ce bateau pour permettre à ses partenaires, parce qu'il dit avoir reçu des partenaires de l'étranger qui vont y habiter et qui auraient souhaité développer la pêche. Donc, la pêche quand même avec un seul bateau et dans une cour pareille. Donc, mais lui, ce qui lui importait, c'était de mettre à disposition de ces clients-là, non seulement la maison, mais aussi le bateau, et encaisser son argent. Le bateau, il le louerait à $10,000 par mois à ces messieurs-là, à $10,000. Donc, c'est un peu quand même bizarre qu'il soit le seul civil arrêté et qu'on ne communique pas assez sur les deux personnes qui étaient là, donc ces expatriés qui étaient là dans la cour au moment de la saisie et qui ont pu sortir du territoire national. Contrairement à ce que l'on dit, c'est pas par la voie aérienne qu'ils sont partis, ils sont sortis par tout porte-à-croix, qu'ils sont sortis donc par la voie terrestre. Donc les services spéciaux de Thiebro, l'OCAD, la Direction nationale du renseignement financier économique, la commission rogatoire, la cellule de ciblage des douanes, la police et la gendarmerie, les agents qui composent donc cette commission rogatoire et le doyen des juges d'instruction savent que la réputation du pays est entre leurs mains, mais pas que, la réputation du peuple aussi de Guinée. Bien. Vous êtes chez les GG. Il se passe dans la vie politique tant d'événements inattendus, bizarres, que la Guinée paraît fumer la moquette. Chez les GG, la politique, vie de société, les grandes gueules, pour l'intérêt de la Guinée. Tous
les matins, nous vous donnons rendez-vous évidemment sur Radio Espace, mais aussi sur Espace TV. Mesdames et messieurs, dans la deuxième partie de l'émission, on s'intéressera évidemment à l'actualité. Le virus Ebola ressurgit donc à Zérékoré. 7 cas sont confirmés dans la sous-préfecture de Goéké, dont officiellement 3 décès. Le gouvernement guinéen confirme l'information et annonce des mesures. Il s'agit donc, entre autres, de la sensibilisation sur les mesures de prévention, l'ouverture d'un centre de prise en charge des cas détectés donc à Goéké. Les autorités veulent entreprendre, si vous le voulez bien, des démarches auprès de l'Organisation mondiale de la santé pour l'acquisition donc des vaccins. On essaie de comprendre ce matin dans cette émission, alors que nous croyons que avoir l'affaire maintenant et seulement à un coronavirus aussi mortel ressurgit donc dans les conditions qui méritent plus d'explications. Quelle chance pour le pays d'échapper donc à un autre similaire, il faut le dire, à celui de 2014. Nous essayons de comprendre ce matin avec le Dr Sakoba Keïta. Il est le directeur national de l'Agence nationale de sécurité sanitaire. Il reprendra la question de GG ce matin dans cette émission. Mon cher Ahmed, allez, en 30 secondes, on a écouté l'enquête de Moussa Moïse là. Oui, d'abord, Moussa Moïse, bravo pour ton enquête, elle est complète. Moi, je retiens plusieurs choses. Je vois la méchanceté des Guinéens qui essayent de mêler le général Konaté et sa femme à cette enquête alors qu'ils n'ont strictement rien à voir. Il est courant dans le monde que quelqu'un... Oui, tu peux sourire, mon cher Lamine, mais il est courant dans le monde que quelqu'un, en termes de patrimoine de gestion, confie la gestion de quelque chose. Donc, on arrête les amalgames. Deuxièmement, ce qui me paraît le plus important, c'est pour répondre à mon petit frère Daouda, tu démontres dans ton enquête, que le président de la République à aucun moment n'est intervenu, que la justice guinéenne est en train de suivre son cours et que l'affaire a été confiée au procureur de la République. Et ça, pour le bien de la République, pour moi qui suis patriote, je m'en réjouis. Voilà. Bien. Merci. Allez-y. Quel patriote. Non mais quel patriote. Tu peux le dire. Quel patriote, Ahmed Kourouma. Allez-y. Allez-y. D'abord, il faut encore une fois de plus lever le chapeau pour Moussa Moïse Silla, qui fait un bon travail de camarade. Oui. Alors, qui fait un bon travail de camarade. Et il ne faut pas aujourd'hui qu'on se précipite pour tirer des conclusions sur cette affaire. La roue, elle tournera autour de cette situation. Et un jour, Ahmed Kourouma, vous me donnerez raison qu'on s'attendait plutôt à ça, mais voilà ce qu'on nous vend. Je veux bien que l'espoir que vous avez, l'optimisme que vous avez, soit une réalité pour une fois en Guinée. Mais pour l'instant, moi, je ne suis pas optimiste que des éléments en tout cas, qui sont aujourd'hui en train de se chercher ça et là, qui sont en train de piétiner ça et là pour éviter qu'ils ne soient passés à la condamnation. Je crois qu'ils réussiront parce que le président de la République, il faut le dire, il a encore des sympathies. Bien. Il a encore des sympathies pour certaines personnes. Pourquoi vous voulez mener le président de la République à toutes les sauces de ce pays? Allez, on va revenir dans un instant, mesdames et messieurs, sur Espace TV, évidemment, mais aussi sur Radio Espace. Le ridicule et la méchanceté sont ses traits de caractère. La haine est un poison mortel dont beaucoup se nourrissent pour vivre. Il n'y a pas d'entrepreneur audacieux qui ne fabrique pas automatiquement jalousie, envie, critique, caricature, diffamation et désinformation. Bienvenue sur Radio Espace Guinée, la radio dont les autres s'inspirent. Radio Espace Guinée. À Conakry sur 99.7, en région à Labé, Kakandé sur 99.7, à Cancan sur 99.